Il y a encore 3 mois, je terminais une sèche de 2 mois où j'ai atteint un de mes meilleurs physiques. Aujourd'hui, je fais des curls avec 3 kilos et je réfléchis à chaque centimètre du mouvement et à la moindre sensation. Est-ce que je sens bien mon biceps? Est-ce que le tendon tient bien? Est-ce que j'en fais trop? Le 29 avril, j'ai frappé n'importe comment dans un sac de frappe. Et là, c'est le drame. Je me suis pété le tendon distal du biceps. Au début, ma seule obsession, c'était de savoir quand j'allais reprendre le sport et la musculation. Mais ces 3 derniers mois que je viens de vivre m'ont obligé à me poser des questions qui vont bien au-delà de la musculation. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. En fait, je m'étais jamais vraiment demandé la place qu'avait la musculation dans ma vie et dans mon identité. Jusqu'à ce que je vive cette blessure. Faut savoir que quelques semaines avant cette blessure, comme je vous le dis, j'avais entamé une sèche de 2 mois avec pour objectif de partir à la Martinique avec le six-pack et de faire la plus belle sèche en 2 mois en gros. Donc je partais d'un point A pour arriver à un point B et j'avais 2 mois pour essayer de perdre un max de gras tout en conservant un max de masse musculaire pour avoir une belle shape en Martinique. J'avais fait plein de projets autour de ça, j'avais organisé un shooting photo, je devais faire plein de contenu aussi en Martinique mais aussi à mon retour et puis surtout j'avais prévu tout l'après, ma prochaine prise de masse, la reverse diet, etc. etc. Donc j'avais beaucoup, en fait j'avais un plan sur plusieurs mois quoi, avant que ça arrive. La musculation ça fait 8 ans qu'elle fait partie de ma vie et ce n'est pas seulement une pratique, c'est aussi devenu mon métier. Je suis coach sportif. Je passe mes journées à parler d'entraînement, de récupération, d'optimisation, de plein de choses qui tournent autour de ça. Quand tu évolues dans cet univers, ton corps devient ta vitrine. Je ne dis pas que toute mon identité reposait sur mon physique ou sur la pratique de la musculation, mais une bonne partie. Et maintenant, avec le recul, je pense qu'une grande partie de ma confiance en moi s'était bâtie là-dessus. Sur ma force, sur mes performances, sur mon physique et les sensations de progresser, toujours progresser, progresser. C'était vraiment quelque chose qui m'habitait constamment. Ce qui est étrange quand je regarde les vidéos où je m'entraînais pendant cette prépa, enfin entre guillemets prépa, c'est que pour moi, à cette époque-là, tout me semblait normal. Pas une seconde, j'imaginais que tout pouvait s'arrêter, que je pouvais me péter quelque chose. Surtout que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait attention. Ceux qui me connaissent savent que j'ai très peu de blessures en musculation. Les peu de blessures que je me suis faites, ça a toujours été à côté. Même celle-là, hein, c'est pas une blessure de musculation vu que je l'ai faite sur un sac de frappe avec un mouvement complètement stupide. Mais c'est vrai que tout semble normal, acquis. Et je me rendais sûrement pas compte que j'étais peut-être en train de faire les dernières séances de muscu avant un bon moment. Quand ton corps il a un peu toujours répondu présent, bah t'imagines pas qu'il y a un jour où bah, peut-être il va te lâcher, tu vois. Bref, le 29 avril, je mets un faux mouvement dans un sac de frappe, un mouvement assez stupide. Je vais pas reconstituer comment je me suis blessé. Du coup, je me fais super mal et évidemment sur le moment, je suis pas forcément conscient que je me suis pété le biceps, je sens juste que ça fait mal, je me roule par terre, je me tords dans tous les sens, je sens qu'il y a quelque chose, mais je connais cette blessure, j'en ai déjà entendu parler évidemment, et donc je me dis que peut-être c'est une rupture partielle et que mon biceps est toujours un petit peu attaché, et voilà, parce que je le vois pas remonter. Donc je sens que j'ai mal, mais je le vois pas remonter. Un petit peu. En fait, d'1 ou 2 centimètres, mais pas suffisamment pour que je me dise, c'est sûr, je me suis rompu le biceps. Donc dans ma tête, j'espérais quoi? Une élongation, une déchirure partielle, tu vois. Vraiment, je voulais pas me dire que je m'étais rompu en entièreté, en sa totalité, le biceps. Je ne voulais pas penser à ça. Et le lendemain, et donc forcément, je vais aux urgences. Et lorsque je vais aux urgences, donc déjà, vous connaissez les urgences, on attend 4-5 heures, et puis lorsque je suis reçu par une dame qui me fait faire 2-3 tests, comme ça. Donc pas d'écho, rien, hein. On me fait faire des tests, pousser ma main, faites ça, ça, et elle voit que j'y arrive. Elle va voir un collègue à elle qui est orthopédiste ou je sais pas quoi, elle revient et elle finit par me dire, bon bah d'après les tests que vous avez effectués, c'est pas une rupture complète, vous pouvez rentrer chez vous, mais je vous conseille quand même de faire une échographie parce qu'on sait jamais. Comme ça, hein. Donc moi, je suis pas rassuré parce que rupture, même partielle, ça reste chaud. Mais bon, je rentre chez moi et je me dis, putain, il y a quand même, je suis pas serein, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le biceps, il a fait des trucs bizarres. Et donc, le lendemain, je décide d'aller faire une écho. Il faut absolument que j'aille faire une écho. Et donc là, je vais faire une écho.
Et là, je tombe sur un super docteur, il regarde, tout, tac, tac. Et il me dit, monsieur, j'ai beau chercher, il n'y a plus rien qui semble attaché. Aucune fibre, il n'y a plus rien qui est attaché, votre biceps est déchiré en sa totalité. Et donc là, moi, quand il me dit ça, les amis, c'est une face cam, je vais être franco avec vous, j'ai chialé. Moi, il m'a dit ça, j'ai chialé. Et pourtant, j'ai connu des moments dans ma vie, enfin, j'ai connu des coups durs qu'on pourrait qualifier de plus graves que ça, clairement. Mais la perception que j'en ai eue à ce moment-là, c'était la fin du monde. Et je pense que le docteur l'a bien vu. Donc il savait que j'étais coach sportif, évidemment, on a discuté. Il m'a dit, monsieur, avec votre âge, votre métier et tout, il faut absolument que vous fassiez opérer en urgence. Il faut que ça soit pris en charge très rapidement parce que sinon vous allez avoir des complications, le biceps va remonter, ça va être compliqué. Il faut que vous soyez pris en charge. Je vais jouer de mes relations, je vais passer des coups de fil. Attendez-moi là, je vais tout faire pour que vous vous fassiez opérer le plus vite possible. Je vous jure, il m'a dit ça, le médecin. Il a vu que j'étais bouleversé. Il est parti, il m'a laissé dans cette pièce où j'ai pris cette photo. Et je suis resté 20-30 minutes à remettre toute ma vie en question, à paniquer. Et il est revenu et il n'avait pas trop de solutions. Il me dit, ah, c'est compliqué et tout. Donc il me fait sortir de la salle, il me dit, attendez, je vais encore voir et tout. L'hôpital commence à fermer, il reste une secrétaire, elle vient me voir, elle me dit, mais vous attendez quelqu'un, on est en train de fermer et tout. Je dis, oui, il y a un docteur qui doit venir et tout. Il est parti passer des coups de fil pour moi et tout. Elle me dit, ok. Donc carrément, non, je suis le dernier dans l'hôpital. Et le médecin finit par apparaître. Et là, il me dit, bon, vous avez une possibilité là, vous avez une possibilité là, et vous pouvez vous faire opérer demain à Montpellier, donc le 1er mai. Et là, le mec, ça faisait 1 heure, 2 heures qu'il passait des coups de fil et que je l'attendais. Le mec a tout fait pour me sauver. Et donc je le remercierai toujours, ce monsieur. Et donc il me trouve ce rendez-vous pour une opération le lendemain à Montpellier. Et donc je rentre chez moi le soir et bien sûr je remercie ce monsieur de tout cœur d'avoir pris autant mon problème à bras le corps. Et donc le lendemain je me réveille, je vais à l'hôpital le lendemain matin, c'est le 1er mai, jour férié, il n'y a pas grand monde dans l'hôpital. On doit être 3-4, on m'emmène, je vais dans une chambre, tac, j'attends même pas 1 heure, il m'amène salle d'opération, tout va super vite, ça se goupille bien, c'est pas en mode, tu sais, j'attends sur un brancard pendant 3 heures, il y a du monde, c'est le bordel. Vraiment, j'ai eu de la chance, merci, je ne sais pas comment j'ai pu avoir autant de chance dans mon truc, de tomber sur un monsieur qui a tout donné pour m'avoir ce rendez-vous, que le 1er mai, un jour férié, il y a des chirurgiens qui soient là et que ça soit pas le bordel à l'hôpital et que je sois pris en charge rapidement dans des bonnes conditions, je vous le dis, dans des bonnes conditions. Et donc j'arrive dans cette salle d'opération et je vois un chirurgien arriver d'une 30aine d'années. Donc au début je bégaye, au début je me dis mais attends, il est plus jeune que moi, lui il va m'opérer. Au début je flippe, il y a de la musique dans la salle d'op. Ah oui, alors petit détail, il me propose anesthésie générale ou locale, sachant toutes les complications que peuvent entraîner une anesthésie générale. Il me conseille de faire la locale. Il me dit, ça vous dérange pas, vous avez pas peur de... Je dis, non, je dis, moi, tant que je vois pas, il n'y a pas de problème. Donc, anesthésie locale, mais là, je vois une dame arriver avec une aiguille comme ça, elle me dit, levez le bras, elle m'envoie des coups de jus là dans les nerfs. En fait, il vous envoie un espèce de gel là dans les nerfs, dans ces endroits-là. C'est une aiguille, voilà. Elle dit, ça va être douloureux. Franchement, j'étais dans une phase où j'étais tellement bouleversé psychologiquement que la douleur physique, je la sentais pas. C'était le dernier de mes soucis, quoi. Donc je sens que ça m'envoie des petites décharges dans les doigts, machin et tout. Elle me dit, ah, vous êtes pas douillet et tout. Je dis, ouais, t'as vu? Bref, elle m'envoie. Et petit à petit, je sens que mon bras, ouais, il commence à s'endormir et qu'il commence à s'engourdir. Donc j'arrive sur le billard. Donc, à un moment, on me tourne la tête, tac. Mon bras était comme ça, on me tourne la tête, je retourne ma tête. Mon cerveau croyait que mon bras était encore comme ça. Mais en fait, il était comme ça, le bras. Tu vois, donc en fait j'avais une mémoire fantôme en gros, tu vois, c'était une mémoire fantôme, c'est-à-dire que je ne ressentais pas mon bras tel qu'il était. Et il était tout mou et ça y est, il était endormi quoi. Et donc le chirurgien commence à mettre le drap et roule l'opération. Petite musique, il y a 4-5 personnes dans le truc. Voilà, moi je suis là, il y a un docteur qui arrive toutes les 2-3 minutes, qui vient me voir, qui me dit ça va, ça se passe bien pour vous, ça va et tout. Je dis ouais ça se passe, et vous? Oui. Et donc le chirurgien me dit si tu as des questions et tout, pendant qu'il opère, hein, n'hésite pas et tout. Et moi je leur dis ça se passe bien, ça se passe bien. Il me dit ouais, mais il me dit t'as un brachial antérieur vraiment développé, beaucoup de masse musculaire et du coup on a du mal à aller chercher le moignon, donc la partie du biceps qui est détachée, et à passer pour le rattacher.
Parce que bah, forcément, ça rend le passage plus étroit. Donc au lieu de 30 minutes qui était prévu d'opération, ça a mis 45 minutes. Mais il m'a dit tout ça sans m'inquiéter. Vraiment, c'était pas inquiétant. Il arrivait à le faire quand même. Donc voilà, donc de temps en temps, je sens quand même, j'entends un bruit de perceuse. Je sens que on est en train de me percer. Après, j'entends des bruits de marteau et je sens que mon os, il ressent des coups de marteau quand même. Mais t'as pas de douleur. Mais tu sens que tu prends hop là, oh, putain, le parapluie, sortez les parapluies. En fait, tu sens que tu prends des coups de marteau, tu vois. Et là, je me dis, mais attends, ils sont en train de faire du BTP dans mon bras, là, frérot. Tu vois, et donc, tac, 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 ok, alors, moi, tu vois, je fais confiance. Donc, au bout de 45 minutes, voilà, l'opération s'est bien passée, tout s'est bien goupillé, vous pouvez retourner dans votre chambre, etc. Super, magnifique. À part ce brachial qui a posé un peu de problème, parce que, bah, il est gros. Et ouais, les gars, la muscu. Et donc, je me retrouve dans la chambre, et puis, je rentre. Donc ça veut dire que je suis rentré à l'hôpital à 9h du matin, à 17h, 18h, le soir j'étais chez moi. Et ah oui, donc quand je me retrouve dans la chambre après l'opération, voilà, c'est là que je fais cette photo. Voilà, je fais le mariole un peu parce que je me dis bon, bah ça a été. Ça a été, et puis je suis content que ça soit bien passé quand même, malgré toutes mes inquiétudes par rapport à l'avenir. Je me dis bon, cool. Et je rentre chez moi, et puis on me prescrit des médocs évidemment, donc je vois morphine, truc, machin et tout, mais moi je me pose pas trop de questions. Et puis petit à petit, l'anesthésie commence à s'en aller. Et au fur et à mesure de la soirée, les amis, je ressens une douleur que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Physiquement, je n'ai jamais eu autant mal et je me suis fait renverser par une voiture petit. Enfin, même là, quand je me suis pété le biceps, en fait, quand vous avez un accident ou un gros choc, votre corps, l'adrénaline, etc., ça fait que ça occulte votre douleur. Mais là, tu es au repos, tu rumines, etc., donc la douleur, tu la ressens plein pot. Et petit à petit, mon bras, il se réveille, et la sensation du tendon, elle est horrible, comme si on me plantait dans l'os et qu'on fait ça, tu vois, comme si on te remue un schlass dans l'os comme ça toute la nuit. Je suis en position fœtus, je me demande si c'est normal. 2 jours après, le chirurgien il m'appelle, je lui dis monsieur, est-ce que c'est normal que j'ai autant mal et tout? Il me dit oui monsieur, il me dit l'anesthésie quand elle s'en va. Personne ne m'avait prévenu de ça. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital, personne ne m'a dit attention, ce soir vous allez douiller. Je savais pas, j'étais surpris, tu vois, j'avais pas pensé une seconde que l'anesthésie que mon bras allait se réveiller petit à petit et que les douleurs allaient apparaître en fait. Et donc là, bah forcément, je passe par beaucoup de douleurs. Les 3-4 premiers jours sont vraiment intenses, c'est vraiment chaud. Je suis shooté au médoc, morphine, plus 2-3 autres trucs. Il me dit, si vous avez vraiment mal, vous prenez ça, plus ça, plus ça. Je prenais 2-3 médocs, hein. Anti-inflammatoire, anti-douleur, anti-truc. J'étais défoncé, les gars. Mais j'avais quand même mon cerveau qui travaillait, j'étais au fond du trou. Je vous le dis, j'étais vraiment au fond du trou dans ma tête, j'arrivais pas. En fait, entre le moment où entre le moment où le docteur m'a annoncé que mon biceps était rompu et au moment où j'ai accepté ça, même s'il y a eu l'opération et tout entre-temps, il a dû se passer au moins 2-3 semaines pour avaler la pilule, comprendre, se dire que c'est vrai. J'étais dans un déni. Je faisais que de revivre le moment où je me suis fait ça et je faisais que de me dire putain, fais-moi revenir dans le passé, je le fais pas. Fais-moi revenir dans le passé, je le fais pas. Tu vois, alors, un truc, c'est irrationnel de penser ça, mais voilà, j'étais dans un déni, c'était du déni, les gars. Je faisais le deuil de mon bras, on passe par là, le déni. Et voilà, donc ça c'est le retour à la maison. Je suis sous attelle, évidemment, coup de corps. Donc on m'annonce que je vais avoir un coup de corps au moins 16 semaines, presque entre 16 semaines et 3 mois. Donc moi, évidemment, à ce moment-là, bah, c'est que du questionnement. Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre? Donc je regarde des gens, enfin je m'intéresse à des gens, des sportifs qui ont eu cette blessure. Je m'intéresse au type de protocole, à la durée que ça prend en général. Le moindre signe un peu chelou, je suis en panique. Et voilà, donc là c'est tout ça. Et puis surtout, bah, je perds mon autonomie, évidemment. Je suis sans attelle, donc je peux plus rien faire. Je peux plus conduire. Je me rappelle, j'essayais de casser des œufs, tu sais, avec la main gauche, je suis droitier. Je cassais des œufs, l'œuf il tombait par terre et tout. Les gars, je devais faire pitié à voir de l'extérieur, tu vois. J'avais presque honte de moi, tu vois. J'avais pas honte parce que bah, ça peut arriver à n'importe qui. Mais ça me faisait mal de me voir comme ça. J'avais une compassion envers moi-même qui me rendait triste en fait, tu vois. Je me disais putain regarde, je peux même pas casser un œuf. J'essayais d'ouvrir un pot, c'était comme ça. J'essayais d'ouvrir le pot, j'arrivais pas. Je pouvais plus rien faire. La seule chose que j'arrivais un peu à jouer à la console, mais au bout d'une heure ou deux, ça me tirait trop parce que la moindre crispation, etc. Je ressentais tout le tendon. Hein. C'était à vif quoi. C'était super douloureux vraiment.
Et ouais, toute cette période-là, ça a été très très chaud. Et puis donc surtout, je perds mon autonomie. Moi, j'ai toujours été un fou de l'autonomie, toujours le mec, ouais, moi, j'ai besoin de personne, je suis autonome. Il faut être capable, en tout cas, de se débrouiller tout seul. Même si on a toujours besoin des gens, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je prône un maximum l'autonomie pour être le moins dépendant des autres possible. C'est quelque chose que je n'aime pas trop, être dépendant des autres. Et je pense qu'il y a très peu d'hommes qui aiment ça. En tout cas, dans ceux que je connais, la plupart des hommes, lorsqu'ils sont un peu amoindris, etc., on voit que psychologiquement, c'est très très dur. Alors, je parle au nom des hommes, c'est pas pour différencier avec les femmes, c'est juste que les femmes, j'ai pas connu, ou je n'ai pas pu échanger psychologiquement avec ce qu'elles ont ressenti. Je n'ai pas connu de femme qui a été amoindrie dans ma vie et qui a pu m'en faire part. Par contre, j'ai eu plus d'exemples d'hommes. Et c'est vrai que pour un homme, demander de l'aide, etc., enfin beaucoup d'hommes, ne généralisons pas, des fois demander de l'aide c'est un peu dur. Et moi, j'aime pas demander de l'aide. Donc douche, j'étais là, je me démerdais, tu vois, mais c'était dur, je faisais aux gants les premières semaines. Bon, j'ai pas les détails, je pouvais pas conduire, faire à manger, c'était une galère. Donc ça a été très compliqué à vivre ça, psychologiquement. Puis surtout, t'es alerte à la moindre sensation. Mon biceps ne répondait plus, il était ce qu'on appelle en état de sidération. Donc c'est-à-dire, on le ressent plus. Je peux plus le contracter, je peux plus rien faire. Donc je commence à avoir un kiné. Quand je vois le kiné, j'enlève la telle, je me le tiens, tac tac, et lui il me fait faire. Donc je dois garder le coude fléchi pendant 16 semaines, hein, le coude au corps est fléchi. Donc lui il me fait travailler quand même un peu l'épaule, un peu la mobilité, etc., etc. Mais en dehors de ce que je fais avec le kiné, le reste du temps je suis comme ça en rotation interne et je bouge pas. Et voilà. Donc ça c'est la première phase après l'opération et c'était la phase compliquée, perte d'autonomie, à l'affût de la moindre sensation, évidemment, est-ce qu'un jour je vais pouvoir revenir, est-ce qu'un jour je vais pouvoir récupérer mon corps? Je vois que je commence à perdre en volume musculaire, au début c'est plus le glycogène, la congestion qui commence à s'en aller, le fait de pas m'entraîner, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais malgré tout, mon esprit de coach est là. Et mon esprit de coach continue de me dire, Benji, continue de bien manger, fais tes pas, je m'en fous des pas, fais pas 20 000 pas, mais va marcher, dépense-toi, continue d'avoir quand même une activité un petit peu physique, même si tu sautes pas partout, faut pas que ton corps il passe en mode repos, continue de solliciter un petit peu la partie saine pour conserver cette connexion neuronale et musculaire qui te permettront, une fois guéri, de récupérer plus rapidement et d'avoir justement de meilleures sensations sur le côté qui a été immobilisé parce que tu as conservé ce chemin neuronal. Voilà, c'est la science qui nous le prouve, hein. Continuer de travailler sur le côté sain permet un meilleur retour sur le côté qui a été immobilisé. Donc je continue de garder malgré toute la peine et toute la déprime que je traverse, de bonnes habitudes, je m'accroche. Je continue de m'accrocher parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne et même si c'est dur, je me bats. Donc voilà, j'en étais vraiment là. Le corps qui change, je le voyais petit à petit. Après, heureusement, il y a des gens de mon entourage qui me disaient mais non et tout, regarde, tu perds pas tant que ça et tout. Ouais, mais bon, quand même. Si parmi vous il y a des pratiquants de muscu, vous savez, on fait pas de muscu pendant 3 jours, c'est la fin du monde, on n'a pas l'impression d'avoir perdu 3 cm de tour de bras, enfin tu vois, c'est vraiment psychologique. D'ailleurs c'est drôle parce que quand c'était une période où je scrollais beaucoup à regarder mes photos de fin de sèche, à regarder mon physique en lui disant adieu. Faut savoir que la veille où je me pète le bras, je fais cette vidéo là. Voilà, je me filme en train de faire un curl pupitre. Et donc je regarde cette vidéo et je regarde mon biceps. Et je le trouve beau et je me dis putain, il était beau mon biceps et tout. Mais je me rappelle qu'à l'époque où j'ai fait le shooting, etc., moi, ma perception de mon physique n'était pas si ouf. Tu vois, j'étais conscient que j'avais bien séché et tout, mais j'avais pas trouvé que j'avais un si beau physique que ça. Mais plus mon physique changeait et plus quand je le regardais, je me disais putain, mais en fait si, j'avais vraiment un bon physique, hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose de psychologique. C'est souvent on se voit moins bien qu'on ne l'est. Et puis quand on revoit des photos d'il y a 4-5 ans, on se dit « Ah putain, j'avais un putain de physique là !» Donc là, c'était un peu ça. Bon, c'était pas 4-5 ans après. Et puis, il y a surtout le mode de vie. C'est que j'ai plus ma dopamine quotidienne, j'ai plus mon défouloir, j'ai plus mon plaisir, je pratique plus ma passion. Donc je continue à faire mes coachings, je continue d'être investi pour les autres, mais moi, pour ma propre pratique, je suis plus là.
Je n'ai plus ma béquille émotionnelle. Et donc, je me rends compte que ma vie dépend trop de ça. Et je me rends compte que si on m'enlève ça, c'est la fin du monde. Et là, avec la mentalité que j'ai une mentalité qui cherche à comprendre comment l'être humain fonctionne. Et là, je me dis, mais c'est pas normal. Il faut que j'apprenne à vivre. Enfin, il faut que. C'est pas parce que je peux plus faire de muscu que la vie est terminée, quoi. Il y a des gens, ils perdent la vue. Il y a des gens, ils continuent de vivre. Donc, mais tout ça, ça a pris du temps. Il a fallu avaler la pilule et ça a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai que sur le moment, on se rend pas toujours compte, mais le temps soigne énormément de choses et on a besoin de temps. Et peut-être que quelqu'un d'autre, peut-être que si c'était toi, t'aurais avalé la pilule au bout de 3 jours. Peut-être qu'un autre, encore aujourd'hui, il n'aurait pas avalé la pilule. Moi, ça a pris un peu de temps. Ça a pris pas mal de temps quand même pour avaler cette pilule. Vraiment. Et donc là, je commence à rentrer dans une obsession des délais. Quand vais-je pouvoir reprendre la muscu? Quand vais-je pouvoir recharger? Quand je vais pouvoir récupérer mon corps, refaire une prise de masse, revenir à 100%. Tu vois, je suis que dans l'attente. En plus, j'ai que ça à faire de ruminer parce que je suis immobilisé, je peux rien foutre. Je vais marcher 1 heure dans la journée, je vois mon kiné, le reste du temps, je peux rien foutre. Et j'ai même pas envie de foutre quelque chose. Parce que je suis démoralisé. Donc j'ai pas envie, déjà je peux pas conduire, et puis je suis démoralisé. J'ai pas envie d'aller voir les gens, j'ai pas envie de me confronter au regard de l'autre. J'ai honte. Je pense qu'il y a une partie de moi qui avait honte. Alors que c'est totalement ridicule ce que je vous dis là. Je vous dis pas du tout que j'ai eu raison de ressentir ça. J'ai eu raison. En tout cas, ça l'a été. Et il ne faut pas juger ce qu'on ressent. C'est aussi ce que j'ai appris. Donc, même si sur le moment, je me suis jugé, voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai été comme ça. Je l'ai vécu comme ça. Donc, toutes ces questions-là, elles envahissaient mon cerveau et puis je parasitais le kiné. Le kiné, à chaque fois que je le voyais, je lui disais ça, ah ouais, t'as déjà eu un cas comme ça, et lui, il a mis combien de temps et trucs. Et l'autre là, ouais, mais l'autre, il a reporté lourd. Ah ouais, non, mais il est fou, tu vois, parce qu'il y avait un autre mec, il avait la même blessure que moi, il a porté une télé, ça a failli lâcher, enfin truc, alors que moi, t'as vu, moi j'étais sérieux. Protocole 3 fois kiné, je continuais collagène, créatine, protéines pour conserver la masse musculaire, je regardais un peu les cales, je marchais pour garder un peu ce métabolisme. Enfin voilà quoi, j'ai essayé d'optimiser, même si j'avais mal, même si j'étais blessé, il faut que je revienne le plus vite possible, donc je garde ce but, mine de rien, tu vois, je gardais cette petite lueur au fond du tunnel qui se faisait, qui s'atténuait un petit peu, mais qui revenait aussi de temps en temps. Je me rappelle que même avec ChatGPT, je lui avais dit, fais-moi un plan sur la durée de quand tu penses que je peux reprendre un vrai training. Et là, il me fait un protocole. Il me dit, alors de là, tu as la telle, la récupération, la rééducation, nanani. À partir de là, tu peux repousser un peu. Et là, avril 2027, je sais pas quoi, tu pourras potentiellement espérer retrouver ton physique d'avant. Tu vois, je faisais des trucs comme ça. Fallait que je me projette, fallait me donner de l'espoir. J'avais besoin d'espoir. Et puis, on arrive à une nouvelle phase. Une phase, c'est... je me fais opérer le 1er mai, pardon. Et 1 mois et demi, mi-juin, j'ai rendez-vous avec le chirurgien. Sachant que les kinés qui ont eu des cas à peu près similaires, je regarde un peu la batterie, qui ont eu des cas un peu similaires, me disent que ça peut aller jusqu'à 3 mois d'attel, etc., etc. Vraiment, il y a un kiné dans le centre où je vais, là, il me dit « Ouais, moi, j'ai un mec, 3 mois d'attel. » Moi, je suis en panique, 3 mois d'attel, ça veut dire août. C'est là où je suis maintenant. Tu vois, alors que là, regarde, tu vois. Mi-juin, je vais voir le chirurgien, il me dit tac, 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 il teste, il touche. On enlève l'attelle. Je le regarde, je fais comme ça. Quoi? On enlève l'attelle? On enlève l'attelle. Mais je peux pas tendre le bras, comment je vais faire? C'est pas dangereux et tout. Je vous jure, je me dis, mais il est fou ce chirurgien là. Il me dit, on enlève l'attelle. Ça y est, maintenant vous écoutez votre corps, faites pas le teubé. Portez pas, nanani, nanana. Mais on va laisser le bras se tendre légèrement avec le kiné, les exos, et puis dans la vie quotidienne, etc., votre position. Mais c'est important d'enlever l'attelle. Vous avez été immobilisé 1 mois et demi en rotation interne. On avait parlé au début de potentiellement une attelle articulée. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, le but, c'est de ne pas rester immobilisé parce que là, vous allez créer vraiment des conflits, vous allez créer des blocages quoi, sur la coiffe des rotateurs. Donc, hop, on enlève l'attelle et avec le kiné, vous retravaillez cette rotation externe, vous retravaillez la coiffe des rotateurs, la synchronisation, enfin la synergie entre les muscles.
la mobilité, etc. Et voilà, vous reprenez une posture un petit peu plus naturelle, mais bien sûr, pas de force sur le biceps, pas de force. Ok. Donc là déjà, moi, voilà, je suis content. Je peux un peu reconduire. Je me dis bon, cool et tout, mais c'est encore un peu gênant et tout. J'ai pas l'extension complète. Je me dis, ça faisait 1 mois et demi que j'étais à la maison. Il me restait 15 jours pour que ça fasse 2 mois. Je me dis, c'est quoi? J'attends 2 mois. J'attends la fin du mois de juin, d'avoir l'extension complète, et après je me barre en Italie. Ça faisait 2 mois que j'étais à la maison, 2 mois que j'étais bloqué chez moi, à voir les mêmes murs, à pas pouvoir sortir, il fallait que je parte. En fait, j'ai tellement été bloqué que je me disais, dès que je peux, je me débloque, je pars, je voyage. Et donc je prévois de faire un road trip en Italie, solo, 15 jours. Et fin du mois de juin, je récupère mon extension et tout, et je pars. Prends la voiture, go Italie. Donc je ne vais pas épiloguer sur ce voyage en Italie, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo et encore. C'est un voyage qui a été, ça a été un truc initiatique un peu, un trajet personnel. C'était, ouais voilà, un truc un peu... ça a été pour mon développement personnel, on va dire un voyage intérieur. Donc pas de raison que je m'attarde vraiment là-dessus. En tout cas, pendant ce voyage-là, moi, j'étais déjà intéressé un peu par la photo, mais comme je suis un peu en mode touriste, je me balade dans des endroits que j'avais jamais vus. Donc, moi, je suis d'origine italienne, mais j'allais tout le temps au même endroit depuis tout petit. On allait tout le temps dans les endroits où il y a ma famille. Et donc là, je me dis, mais attends, il faut que je découvre d'autres parties de l'Italie. Ça faisait des années. J'étais déjà allé à Naples plus jeune, mais j'avais pas trop de souvenirs, donc je voulais y retourner, bien voir. Donc, je me suis fait un road trip, 3 jours à Florence, 3-4 jours à Rome, un peu chez moi dans notre région, à Fondi, etc. Et je descends à Naples, 3-4 jours, et puis je remonte, quoi. Et puis je vais voir un peu de famille pas loin, et je remonte. Ce voyage, il a été incroyable parce qu'en fait, il m'a permis de comprendre que la vie continuait même sans la muscu. C'est triste à dire, hein, parce que c'est logique, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a des gens qui perdent la vue, il y a des gens qui sont handicapés, ils continuent de vivre. Donc, seulement moi, quand tu es habitué et que tu crois que c'est acquis, bah, tu n'as pas cette philosophie que ces gens-là peuvent développer. Toi, on t'enlève quelque chose, c'est la fin du monde. Et ça me permet de m'intéresser à la photo, de prendre des photos, de me balader, de connecter. Donc je vais à la rencontre des Italiens, je visite, carrément, il y a des moments où j'y pense plus. Il y a des moments où je ne pense plus à ma blessure. Donc je profite à 100% et j'apprends à vivre autrement. Je peux commencer à refaire quelques pompes, abdos, squats au poids du corps. Donc le matin, dans mon BNB, là, à chaque fois, je fais ma petite gym douce. Je vais appeler ça de la gym douce parce que nous, on est des go muscu, les gars. Et pompe, abdos, c'est pas de la muscu, c'est de la gym douce. Genre sur l'Apple Watch, là, je mets entraînement fonctionnel, tu vois. C'est pas entraînement, c'est pas exercice de muscu, c'est du fonctionnel, tu vois. Et donc je fais un peu ça, mais bon, dans le miroir, je vois que je suis plus comme avant et tout, hein, donc forcément, il y a des moments quand même où dans mon BNB, je me dis, ah putain, j'y repense, mais tout ne tourne pas autour de ça, car je revis autre chose et je réapprends à vivre. Et donc là, vraiment, ça a été très très important ce passage-là, l'Italie pour moi, intérieurement. Ça m'a permis vraiment de grandir et de comprendre beaucoup de choses. Donc j'ai pu me réintéresser à d'autres choses. La muscu avait pris un peu trop de place dans ma vie, je pense. Et comme je m'étais rendu compte que c'était devenu le pilier central et principal et que j'en avais pas fait beaucoup d'autres des piliers. Donc quand on a basculé celui-là, je me suis effondré. Et pourtant, je suis quelqu'un qui me suis toujours intéressé à plein de choses, la psychologie humaine, les comportements humains, oui bien sûr, la philosophie, la photographie, l'audiovisuel. Il y a plein de choses qui m'intéressent en dehors de la muscu, le développement personnel. Mais j'avais mis tout ça de côté. Et donc là, je rapprends à vivre et sans muscu, je rapprends à avoir des petits shots de dopamine autrement qu'avec la muscu, à reprendre plaisir à faire certaines activités. Et c'est ce qui a été le plus important pour moi durant ce voyage. Il faut aussi que je parle du fait de la progression, parce que c'est vrai que là, j'avais toujours été habitué, moi, en termes de progression, à augmenter les charges, l'intensité, enfin, c'est toujours lié à ça, tu vois. Et là, la progression, c'était plus ça. La progression, c'était gagner un peu 1 millimètre d'extension, c'était regagner de l'amplitude, c'était avoir l'épaule un peu moins vers l'avant. Donc, on apprend à progresser différemment. Au lieu de progresser pour s'améliorer, on progresse pour revenir, pour récupérer. Donc, c'est autre chose, parce que c'est pas tu continues d'avancer, c'est
tu es là, tu redescends et ton but c'est de re-être là. Tu vois cette progression? Donc c'est une progression, mais une progression de récupération. C'est pas vraiment une progression par rapport à où tu étais initialement. Et ça, psychologiquement, c'est pareil. Il a fallu comprendre que ça aussi, c'était de la progression. Donc en revenant d'Italie, voilà, il s'est passé 2 mois et demi. Là maintenant, je suis à 3 mois et donc depuis quelques semaines, je refais un peu d'élastique, je refais un peu de pompe et je curl avec 2 kilos. Et là maintenant, aujourd'hui, je prends 3 kilos et les sensations sont mieux. C'est-à-dire que je sens moins que ça tire sur le biceps, sur le tendon. Je sens plus le recrutement du biceps, même si je ne sens pas encore totalement 100% mon biceps. On va dire que là, mon biceps, quand je le contracte à 60-70%. Parce qu'il était en état de sidération, comme j'ai dit plus tôt. Et donc, petit à petit, je récupère un peu de la contraction, Mais je ne suis pas encore à 100%, j'arrive pas à recruter toutes les fibres à 100% comme je le faisais avant, tu vois. D'ailleurs, tu le vois. Et en plus, il a perdu en masse, donc forcément, il n'y a pas le pic du biceps. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui, je curl avec 3 kilos. Voilà. Et ça fait exactement 3 mois que j'ai été opéré. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 4 août, et j'ai été opéré le 1er mai. Donc exactement après 3 mois, voilà où j'en suis. Donc j'ai l'extension complète, j'ai les rotations, donc tout va bien. J'ai vu le chirurgien hier, et le chirurgien hier, il a tâté, il a touché, il m'a dit tout est nickel, vous pouvez reprendre petit à petit les charges, mais allez-y doucement. Et comme je suis un peu arrivé en fanfaronnant, je vous dis la vérité, comme si j'avais rien quoi, tu vois, je tenais mon téléphone, truc avec ma main droite et tout, je pense que lui il s'est dit oula, le poteau là, il croit que tout est fini, demain il va aller me faire un développé couché à je sais pas combien, il va me faire des tractions lestées, il va falloir que je mette un coup de pression. Et du coup le chirurgien, tu vois, hier il me dit donc tout va bien, les encres ont tenu, il n'y a pas eu d'ossification, de calcification, donc c'est que des fois en fait quand on perce, enfin quand ils font ça, le type d'opération, il y a des os qui poussent, des formes qui se forment et qui après vont empêcher par exemple la pronation, enfin vont être très handicapants sur la mobilité. Et donc, et là, il me dit, ouais, ça arrive et tout, c'est pour ça qu'hier, j'ai fait une radio. Donc, les encres sont bien installées, il n'y a pas d'ossification, donc tout est nickel. Mais il me dit, mais attention, n'oubliez pas, pour passer, ça a été un petit peu compliqué, j'ai dû prendre une trajectoire légèrement différente. Votre biceps ne sera jamais totalement comme le gauche, il va falloir que vous fassiez attention, notamment sur les phases excentriques avec de la charge. Mais c'est là que j'ai capté. Parce qu'au début, quand il me met ce coup de pression et tout, il me dit, déjà il me touche, il me dit, ah c'est bien parce que des fois ça peut lâcher. Vous m'aviez pas dit ça la dernière fois. Il me dit, ah ça a tenu, mais heureusement ça a tenu. Non, parce qu'en fait, il m'explique que le biceps c'est un muscle qui est fort, et là il est attaché sur 2 encres, 2 petites encres. Et donc, voilà, enfin, il cherche à me stresser. Mais quand il finit par me dire oui, l'excentrique comme ça, là je comprends, je me dis mais en fait lui ce qu'il veut c'est juste que je me répète pas le tendon. Parce que ça, en tant que coach sportif, nous on le sait. Enfin moi en tout cas je le sais. Déjà sur les Larry Scott, sur le curl pupitre, quand je mettais vraiment lourd, j'allais jamais jusqu'à l'extension complète. En plus moi si tu vois bien j'ai un biceps un peu court. Tu vois, je peux caler presque 3 doigts. Donc je m'arrêtais toujours un peu là pour pas avoir une tension trop intense sur le tendon en face excentrique, enfin sur l'extension complète. Donc c'était déjà quelque chose que je faisais attention. Donc il m'a mis ce petit coup de pression et c'est vrai qu'hier ça m'a un peu chamboulé, je me suis dit ah putain pourquoi il me dit ça, vas-y je vais jamais pouvoir revenir comme avant et tout. Donc j'ai contacté un gars que je connais et tout, je lui dis hey, toi, parce que lui c'était pété les deux, je lui dis hey, toi t'as eu quoi, il me dit ouais normal aujourd'hui, je suis normal, je m'entraîne comme avant, je pousse comme avant, t'inquiète pas, si t'as tout bien fait, tu t'es fait opérer, tu fais ta rééduque propre, il n'y aura pas de souci. Donc lui il m'a un peu réconforté et tout, et puis on a discuté, il m'a dit hey, lui son rôle c'est un chirurgien, c'est que tu te répètes pas le bras, c'est que tu te répètes pas le biceps, donc il va pas te dire va soulever des pianos tu vois. Bref. Et oui, parce que, mine de rien, mon identité, elle s'est construite sur ma force physique depuis des années, les amis. Moi, je suis fils de déménageur. Mon père était déménageur. Je faisais des chantiers avec lui. J'avais 7 ans, 8 ans, je portais. Je ne vais pas dire que je portais des pianos, hein, mais petit à petit, dès que je grandissais, il me testait. Il me disait « Ah là, on va voir si tu peux porter ça. » À 15-16 ans, je portais des machines. Et puis après, quand j'ai travaillé avec lui dans ma vingtaine, j'ai travaillé 3 ans dans le déménagement. Je faisais du piano, je faisais du coffre-fort. Donc il y a toujours eu cette notion de force. Excusez-moi, la batterie était vide. Oui, donc je disais juste que c'est vrai que voilà, par rapport à mon père et tout, il y a toujours eu cette notion de force. Donc sans forcément parler de powerlifting, hein, j'ai jamais fait de powerlifting. Je parle pas de lever 400 kg, soulever de terre, mais d'avoir un minimum de force, de capacité physique, ça a toujours été un peu important pour moi en tant qu'homme. Donc voilà. Aujourd'hui, tac, donc j'en suis là, ouais.
Donc il y a 3 mois, tu m'aurais dit ouais tu vas curler à 3 kilos, je t'aurais dit elle va te faire voir. Enfin bref, aujourd'hui, je suis très content de curler à 3 kilos. J'essaie plus de faire une performance, j'essaie de faire un mouvement propre, de bien ressentir mon muscle. Et c'est ça le plus important pour moi. Évidemment que j'ai encore envie de retourner comme avant, que j'ai envie de retrouver mon physique, ma force, etc. Et j'ai envie de retrouver ma progression et puis être dans une dynamique de récupération, évidemment. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'acceptation du moment présent, de là où j'en suis. Et je sais que ça fait partie d'un processus. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ma vie aussi était en attente, au même stade que ma blessure, et que je ne pouvais pas continuer à avancer sans. Alors que si, j'ai compris que je pouvais continuer à avancer dans ma vie, même si j'ai pas récupéré totalement mon bras. Ça paraît très bête de dire ça. Mais des fois, les choses les plus bêtes, on a du mal à les comprendre. Alors, j'ai fait cette vidéo, je voulais pas attendre 1 an pour faire cette vidéo, je voulais pas attendre d'avoir récupéré ou d'être de nouveau comme avant pour en parler, etc. Je voulais qu'il y ait cette petite phase d'incertitude parce que là, je suis à 3 mois, mais tout n'est pas gagné encore. Il reste du chemin à parcourir, donc je voulais en parler maintenant. Je connais pas encore la fin, c'est pour ça. Ça se trouve, dans 6 mois, je regarderai cette vidéo et je me dirai je me rappelle de cette période. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je le regarderai dans 6 mois et que je me dirai putain. Ensuite, je voudrais terminer cette vidéo, les amis, parce que comme vous le savez, moi, j'ai pas de petit frère. Je suis fils unique. J'ai toujours eu cet ADN en moi de vouloir aider les plus jeunes. C'est pour ça que j'ai fait coach sportif. C'est pour ça que voilà, j'aimerais vraiment que il y ait, si je peux faire en sorte que certaines personnes évitent de traverser, évitent de passer par les mêmes choses ou comprennent des choses avant que nous on les ait comprises, c'est top. Tu vois, le but, je pense, c'est que les générations qui arrivent elles soient mieux que nous et au fur et à mesure qu'on s'améliore, qu'on soit, qu'elles comprennent peut-être avant nous, qu'elles gagnent du temps, ça serait bien. Tu vois, je trouverais ça dommage en tout cas de constater que les générations qui viennent soient moins épanouies que nous ou n'aient pas compris certaines choses ou n'aient pas profité de notre expérience, même si évidemment l'expérience il faut se la faire soi-même et que transmettre ça ne suffira jamais. Bien sûr que tout le monde doit vivre ces choses pour comprendre, pour assimiler, etc. Mais si on peut aider un peu, c'est toujours utile. S'il y a des plus jeunes, en tout cas, c'est peut-être ce qu'il faudrait, c'est peut-être ne pas attendre d'avoir perdu quelque chose avant de se rendre compte de la place que ça a pris dans notre vie. Et comme je l'ai dit, de ne pas tout miser sur un seul pilier. Il n'y a pas que la muscu. Alors évidemment, si vous êtes un compétiteur de haut niveau et que vous voulez faire Olympia, les amis, oubliez ce mindset. Là, vous parlez de sportifs de haut niveau qui ont un objectif, c'est être le meilleur. Dans ce cas-là, tout ce que je vous dis là, il ne faut pas forcément l'écouter. Enfin, si, il faut l'écouter si vous vous blessez. Au bout de 3 mois, allez pas soulever lourd parce que vous voulez être trop pressé. Il va falloir prendre votre temps aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je peux pas dire ce que je veux dire parce que même si vous êtes un sportif de haut niveau Olympia, il y a combien de joueurs de foot qui, suite à des ligaments croisés, la carrière s'est arrêtée et c'est fini. Donc au final, même si tu es un sportif de haut niveau, ne néglige pas les relations humaines. Ne néglige pas ton bien-être. Ne néglige pas des choses qui t'intéressent. Tu peux t'intéresser à plein de choses. Après, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne celui qui veut faire Mister Olympia, là, c'est peut-être différent. Peut-être que là, il faut avoir qu'un seul pilier. Et encore, moi, personnellement, je reste persuadé que même si tu es un compétiteur de haut niveau, tu restes un être humain et que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et que même Mister Olympia, faut qu'il ait quelque chose d'autre que la muscu. Ça peut être la famille, ça peut être d'autres passions, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, les amis. Donc, c'était ça que je voulais dire aux plus jeunes. Donc construisez votre corps, vos projets, soyez fiers de ce que vous accomplissez, mais n'en faites pas l'unique endroit où vous placez votre valeur. Parce qu'un corps change, une performance ça peut disparaître et un projet ça peut tomber à l'eau du jour au lendemain. Et à ce moment-là, il faut quand même à peu près savoir qui on est derrière tout ça. Moi je pensais le savoir et cette blessure m'a montré que je suis encore en train d'apprendre. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Tu peux écrire jusqu'au bout en commentaire, t'abonner, liker si tu en as envie. Moi, je me suis un petit peu livré, plus que d'habitude. J'ai pas l'habitude de me livrer sur les réseaux et tout. J'ai parlé un peu plus de moi. Et voilà, je vous ai un peu raconté la façon dont j'ai vécu ces 3 derniers mois. Donc en tout cas, merci à tous. Et comme je dis, bis and peace. Ciao.